Merci Jean-Jacques pour cette organisation, cette installation. Alors, donc voilà, les jeudis de l'APM ont été interrompus à partir du mois de mars, étant donné le maelstrom politico-virologique. Et nous reprenons donc maintenant, en tout cas ce trimestre, uniquement par Zoom. Nous verrons si à partir du mois de janvier, nous reprenons que nous n'avons pas pu tenir pour terminer le cycle sur psychopathologie de l'hypermodernité. Il restait donc 4 séances. Aujourd'hui, Nicole François, qui va vous exposer ce qu'elle voulait présenter. Le mois prochain, je tâcherai d'apporter quelques interrogations sur la question « Qu'est-ce que la civilisation ?» Au mois de novembre, Jean-Pierre Lebrun, au mois de décembre, Jean-Pierre Lebrun viendra parler de, alors je ne sais plus le titre, et au mois de janvier, ce sera Roland Gory qui finira le cycle. À partir du mois de février, nous entamerons un nouveau cycle. Nous avons changé le fonctionnement. Nous avions un séminaire mensuel sur la sexualité, mais ça sera l'objet donc d'un cycle long des jeudis soirs. Donc nous avons remplacé le cycle sur la sexualité des mercredis matins par une revue de presse dans laquelle tous les mois nous envisageons un ou plusieurs ouvrages. Et hier, c'était Vanessa Springora, Le consentement, revu par Claude-Noël Pickman et Vladimir Snelnikov. Justement, le mois prochain, le 4 novembre, la revue de presse envisagera le travail de Jean-Pierre Lebrun pour préparer cet exposé. Et au mois de décembre, sur la figure de la psychanalyse, sur le centenaire, donc, des ouvrages de Freud. Voilà, nous reprenons donc ce cycle avec ses avantages et ses inconvénients par vidéo. Ça permet à des personnes à distance de participer. Et ça ne remplace pas la présence, mais nous espérons pouvoir bientôt revenir à des contacts plus proches, plus affectueux. Alors, merci. Bien. Donc, je reprends la parole et je vais diffuser la présentation de Françoise Brèche. Je coupe le micro de Wuchang et je vais vous demander juste 2 secondes, le temps de mettre ça en place. Je m'appelle Françoise Brèche, psychiatre et psychanalyste, membre de l'EPSF et collègue de Nicole François, qui a souhaité que je précède sa conférence intitulée, je cite, « Comment notre hypermodernisme privilégie et secrète les perversions les plus diverses », par quelques mots pour vous présenter Nicole François que beaucoup d'entre vous connaissent, mais pas tous. Nous avons devisé de part et d'autre d'une boisson fin de matinée, vue sur rue et petit square. Nicole François, stylo d'une main, livre ou texte de l'autre. Un travail de fond, toujours. Pris dans une attitude de recherche. Lecture et notes ne sont pas corsetées à l'isolement de l'étude. Elles se construisent par traverse de ce qui vient héler la curiosité. À l'affût, en accord aussi avec ce que ces interventions poussent ou fassent signe à d'autres ouvertures.
C'est Lacan qui l'a amené vers Freud et pas l'inverse. À remonter dans le temps, quelques points de repère. Élève de Jacques Lacan pendant 7 à 8 ans, je cite, « Sans absorption intellectuelle claire, Nicole François commence une analyse fin 1973 sous le coup, je cite, d'un effet de vérité centré sur les non-dupes R et s'engage dans des cycles d'études à Vincennes. Elle assure une présence professionnelle dans plusieurs hôpitaux de jour avec des patients psychotiques et des autistes. Elle fréquente l'EFP à partir de fin 1973 jusqu'à la dissolution, puis devient membre en tant qu'analyste praticien de l'école de la cause de 1981 à 1993-94. Elle fréquente Dimension freudienne et les débuts de l'école de psychanalyse Sigmund Freud et participe à divers séminaires et associations telles que Psychanalyse actuelle ou École laïque. Au cours de ces années, elle a écrit et publié des textes en interne, École de la cause ou en externe. Elle intègre pendant 3 ans la lettre lacanienne, dont elle est secrétaire générale durant quelques mois, intéressée par l'existence et donc la possibilité et l'expérience d'une passe commune à l'EPSF et à la lettre lacanienne. Elle y reste jusqu'à l'effritement, prenant patience pour tenter de comprendre du dedans, je cite, ce qui ne va pas. Par ailleurs, elle maintient en alerte, et cela la caractérise, une vigilance à tout ce qui peut s'apparenter ou relever d'un ciment totalitaire ou idéologique. Elle participe depuis une vingtaine d'années à l'association Psychanalyse et Médecine, présidée par Ouchang Guiliardi, et aux présentations de malades de tout venant accueillis à la Pitié-Salpêtrière, qui permettent des échanges très libres. Je cite, « On pouvait travailler ensemble et nouer théorie et clinique. La psychanalyse trouvait à ce titre place à se situer dans l'articulation corps-clinique-psychisme. Nicole François prête une attention permanente au compagnonnage corps-psyché, veillant au nouage RSI. C'est dans cette association qu'il y a 15 ans, Nicole François a ouvert et soutenu un séminaire sur la lecture et le thème des concepts fondamentaux, Jacques Lacan, séminaire 11. Depuis janvier 2019, elle propose un séminaire sur le moi, les différences du moi chez Freud et Lacan, tant à l'association Psychanalyse et Médecine qu'à l'EPSF dont elle est membre. Ce séminaire est ouvert et public à la condition soit d'être en analyse, soit d'en avoir fait une. Tout en devisant, Nicole François maintient des questionnements qui ne tarissent pas. Qu'est-ce que la psychanalyse? Que dire du désir du psychanalyste? Et me rappelle qu'elle n'oublie pas de remercier la psychanalyse, c'est-à-dire la découverte freudienne qui est le sujet de l'inconscient. Voilà, c'était donc la présentation de Françoise Brech. J'espère que tout le monde a pu l'entendre. Et je donne la parole donc à Nicole François, dont le micro est ouvert. Je suis très émue par la présentation de Françoise Brech, que je connaissais un petit peu parce qu'elle ne me l'a pas caché, mais de l'entendre comme ça, bon, ça me plonge un peu dans mon passé, enfin dans ce que j'ai pu faire depuis d'une quarantaine d'années, quoi. Ça fait un bail maintenant. Voilà. C'est vrai que je suis attentive elle l'a noté, au totalitarisme montant depuis toujours. Comment se fait-il qu'à un moment ça peut venir à cette place-là? C'est une interrogation qui est là depuis que je suis toute petite. C'est étrange, mais c'est comme ça. Donc, quand Geneviève Vialébine a proposé sur l'hypermodernisme et avec Ouchang Guiliardi, il m'a semblé que je pouvais peut-être parler un petit peu
de ce que la société devenait. Voilà. Alors, j'ai titré ça comment notre hypermodernisme, notre société actuelle tout simplement, privilégie et sécrète les perversions les plus diverses. Nous ne savons plus où nous en sommes. Je reprends l'argument. Nous ne savons plus où est le nord du sud. Nous sommes déboussolés. Des mots corrompus, vidés de leur sens, ont créé un nouveau monde dans lequel il est bien difficile de reconnaître celui que nos ancêtres nous ont laissé. Nous sommes passés, sans nous en rendre compte, des outils qui nous servaient à travailler à des outils qui travaillent à notre place et gèrent notre réalité humaine. Certains en viennent à penser qu'il n'y a aucune différence entre la machine et nous, annonçant ainsi l'ère d'un narcissisme triomphant, porté par un moi inconsistant et pourtant hypertrophié. L'imaginaire de l'homme qui a permis la création de ces outils s'est vidé de sa consistance, puisque c'est la machine maintenant qui, c'est pas qu'elle crée, mais elle produit d'autres machines. La création disparaît. Aussi, notre technologie actuelle, de plus en plus performante, fait croire au moi que ces désirs de toute puissance enfantine peuvent être tous exaucés et qu'il pourra trouver en elle, la toute-puissance, l'objet qui viendra enfin combler son manque. À ceci vient s'ajouter un capitalisme, ou comme l'on dit, un néolibéralisme, qui a perdu toute limite, que plus rien ne vient encadrer, qui n'est plus régulé. Les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches. Pour survivre, le capitalisme est obligé de produire toujours plus d'objets et contraint de plus en plus l'individu à les consommer. Jouis, jouis, dit-il, le jouis du surmoi lacanien. Pour ce faire, pour se jouir, des mots d'ordre contraires sont donnés via les médias. La publicité et autres supports appartenant à des grandes firmes, des multinationales, qui ont mis la mainmise sur les États qu'elles dénaturent. Ces organisations-là nous intiment de polluer et de ne pas polluer. La pente naturelle de tout ceci nous conduit vers un totalitarisme. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Et l'humain a toujours trouvé des ressources en lui qui lui ont permis de continuer sa course. Des civilisations sont mortes, mais l'humain, il est toujours là. Espérons qu'avec toute la scientificité actuelle, l'universalisation de la science, avec le transhumanisme par exemple, espérons que l'humain va rester là, mais il n'y a pas de raison que son génie de création ne lui indique pas d'autre route. En fin de compte, COMPTE,
voire en fin de compte, CONTE, nous sommes dans un système qui a tout misé sur l'avidité humaine, qui a tout misé sur la pulsion de mort, sur les pulsions d'emprise, sur les pulsions de destruction. Un système qui a prôné la jouissance au détriment du plaisir, du lien social, de l'amour. Freud dira dans Pourquoi la guerre que ce sont nos idéaux qui ont servi de prétexte à nos appétits destructeurs. Bon, je ne sais pas si c'est... Étant donné que Freud parle toujours du surmoi ou de l'idéal, je ne sais pas, d'accord, je pense qu'il dirait que c'est le surmoi. Bon, bref. Alors, quel idéal a conduit à ce que nous soyons aujourd'hui dans une guerre diffuse, interdite de parole, qui a commencé on ne sait quand et dont on ne voit la fin? Là où le langage éclaté ne trace plus les limites à nos pensées, là où une technostructure est venue le déloger, là où les mots sont détruits. Dans ce monde, la psychologie a sa place. Elle explique et ce faisant, elle excuse. Les neurosciences aussi ont leur place. L'assassin est excusé, la victime doit pardonner. Quant à la psychanalyse qui transmet et qui en transmettant responsabilise, qui construit l'histoire du sujet, qui fait appel à la mémoire, qui lève le refoulement, comment va-t-elle survivre dans ce monde qui déconstruit l'histoire et qui oppose un louche refus sur le réel? La civilisation est attaquée, déconstruite. Nos valeurs sont inversées. Petit à petit, l'industrie, l'agriculture, je parle ici en France, la culture, l'instruction disparaissent. On efface le passé, la mémoire, les héritages, la transmission. Que disent les psychanalystes de cela, eux qui soignent de surcroît en reconstruisant le passé? Peut-on faire table rase du passé au nom d'un soi-disant progrès qui appelle à effacer l'histoire? Aujourd'hui, le coronavirus vient de dévoiler ce que l'on peut appeler un projet de gouvernance mondiale, tout en artifice, dont le but est de supprimer le roc de la castration, dirait Freud, de supprimer l'impossible, de supprimer le réel de la biologie. Pour ce faire, changer la langue, instaurer une police du langage, pervertir le vocabulaire, la sémantique, dissocier à jamais l'esprit du corps. Ce virus a également dévoilé une société corrompue au plus haut niveau, une perversion des mœurs autorisée. Nos industries sont parties à l'étranger, nous laissant dans cette épidémie sans protection. Notre patrimoine a été démantelé. Les multinationales ont pris le pas du politique sur les États, etc. Personnellement, j'ai l'impression que les choses se sont mises petit à petit en place et que j'ai été plus qu'alerté au moment où des délocalisations ont entraîné un déchirement des liens de parenté. Mais tout le monde trouvait normal que les enfants aillent travailler au bout de la France, puis à l'autre bout du monde. Que ceci ait influé sur la pollution, avions, voitures,
bateaux, etc., que cela ait entraîné ipso facto moult associations politisées dans le sens du vent, n'a fait qu'accentuer le désastre. Le résultat entraîna plus de pollution et des mots d'ordre surmoïques donnés par une voix autistique dernièrement nous enjoignit de ne plus polluer tout en continuant à consommer. Nous étions entrés dans l'ère du multiculturalisme, de la mondialisation qui étrangement rejetait l'universel et donnait la préférence à des groupes ethniques de cultures différentes. C'est-à-dire que le communautarisme qui s'ensuivait voulait être et l'universel et l'individuel. D'où une guerre latente, reprise par les mots, MOTS, les mots, MAUX, des médias, dans une guerre censurée, interdite de parole. Alors, je reprends. Nos progrès accentuent toujours plus les traits divins de l'homme. C'est ce que nous dira Freud dans Malaise dans la civilisation. Et comment ne pas nous en apercevoir dans cette dite démocratie libérale, régie par la technocratie et le marché. Toutes nos techniques, nos technologies prolongent notre vie. Le moi, notre moi, s'en dit immortel et par cette toute-puissance de pensée, transforme le sujet en objet pour sa jouissance. Ça a toujours été comme ça, mais là, je veux dire que la technologie accentue tous ces traits. À noter ici que la réalité sur laquelle s'appuie le moi, pour se dire immortel, n'est pas seulement une réalité extérieure liée à notre technologie, car il s'est toujours vécu comme immortel, mais une réalité de pensée que nous allons retrouver dans le social, d'où émergent les discours actuels. Et tout autant, les discours de nos ancêtres qui, malheureusement, aujourd'hui, ne sont comptés pour rien. Aujourd'hui, on tue les ancêtres. On tue comment on a été parlé, par qui, pour qui. Et que disent les psychanalystes quand on tue les ancêtres réellement et non pas symboliquement? Question. Pour que l'humain, l'humus, c'est un terme lacanien, entendons ici qu'il n'est pas une machine et qui ne prend pas tous tout le temps l'autre comme objet. Il le considère aussi comme un sujet. Enfin, pas tous. Bien. Pour qu'il puisse supporter l'emprise extrême de la technique sur ses pensées, des médias l'ont fait entrer dans une société de spectacle, là où le dialogue logiquement, raisonnablement devait être requis pour faire part de sa détresse dans ce malaise dans la civilisation. Ce langage-là, ce discours est caduc. Nous ne sommes plus que dans une société de spectacle pour l'instant. Ça va peut-être s'arrêter. Les gens vont peut-être s'en apercevoir. Ces médias l'ont fait entrer dans une société de plus en plus dans l'affectif, dans un imaginaire au détriment du symbolique, dans un imaginaire dénoué du symbolique, mais pas au détriment, mais pas de l'exécutif, qui fera dire à toutes ces personnes qui sont prises comme ça dans une espèce d'hypnotisme, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Soyons donc attentifs
puisque Eichmann ne nous est pas inconnu. À l'heure actuelle, ce sont nos techniques qui nous disent comment agir. Et ce qui les dirige, c'est l'économique, qui décide de la société à venir, à savoir comment elle va être surveillée, tracée, enregistrée et orientée par les intelligences artificielles. Les fonctions cognitives, mémorielles de ces machines bouleversent l'entendement que le sujet peut avoir du temps. Notre temps aujourd'hui, c'est un peu... enfin, il y a avec le coronavirus, beaucoup de personnes se sont dit qu'elles n'étaient plus dans le même temps, naturellement. On n'est plus dans le même temps quand on est enfermé ou dehors, on ne fait pas les mêmes choses. Et plus, en parlant de temps, nous n'avons plus le droit de dire que les rayons solaires qui nous arrivent influent sur la température, ni qu'eux-mêmes dépendent pour leur arrivée de la couverture nuageuse. Le changement climatique, ce n'est ni le soleil, ni ces taches noires, ni les courants, ni la rotation de la Terre qui, comme toujours, l'ont produit. Ce changement, c'est notre seule faute, dit encore la voix obscène du surmoi. La confusion entre changement climatique et pollution n'est-elle pas pernicieuse? Et puis, nous n'avons pas le droit, même en secret, de penser à l'effet qu'engendre une démographie galopante. C'est vrai qu'il y a de la place pour tout le monde, mais pas pour tout le monde qui prend l'avion tous les jours. Lacan se demandait, nous demandait, jusqu'à quel point nous étions responsables du réel en place. Pourquoi n'y a-t-il aucune éthique pour interroger les effets engendrés par la subjectivité humaine, par la folie du trou? Folie qui conduit à changer, comme si de ne rien n'était, l'esprit et le corps humain. Parlons juste un instant de la PMA et de la GPA. Toutes les deux bouleversent les conditions anthropologiques de la conception et de la substance du corps, d'où une marchandisation des enfants forcenés. De quel discours seront issus ces enfants? Quel impact sur l'image qu'ils se feront de leur corps? Le stade du miroir lacanien est ici convoqué. Bon. Dans ces sociétés où tout est perverti, où tout est renversé, où le haut devient le bas, où le bas le haut, où l'on ne peut pas dire, sauf à être traîné devant les tribunaux du bien-pensé, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ni même ce que l'on goûte ou ce que l'on touche, n'est pas ce qui est indiqué sur l'étiquette. On ne peut pas dire ça. Dans ces sociétés où distinguer le vrai du faux est une injure, mais où distinguer le bien du mal devient une injonction, quel effet sur la famille? Quelle responsabilité peut-on attribuer au sujet, aux individus, aux personnes? Comment la famille est liée au social et comment ce dernier l'influe? Comment le social est là dès avant la naissance également avec les parents? Comment
dans le social d'aujourd'hui, le totem est de plus en plus présent au détriment de la limite que prescrivait le tabou. Sans tabou, tout est permis. Alors on parle de l'ensauvagement des primitifs et tout, mais au moins, je veux dire que les primitifs, il y avait un tabou. Ce tabou régulait les limites. À ce sujet, quelques rappels anciens, pas les meilleurs, mais pas les pires, ou peut-être si. Quand les psychanalystes s'occupant d'autistes ou de psychotiques faisaient entendre à la mère avec un grand M, à l'autre avec un grand A, l'autre maternant, donc ça pouvait être aussi un homme, sa responsabilité dans la maladie psychique de son enfant, et comment en retour, au fil des années, ceux-ci, les ont envoyés promener et ont donné leur chance aux neurosciences. Toutes ces mères ont dit non, moi j'y suis pour rien. Elles n'ont pas vu qu'elles avaient objetisé leurs enfants ou que quelqu'un de la famille ou du social avait objetisé l'enfant tout petit. Alors les neurosciences, là, ils ont donné leur chance aux neurosciences, qui ont cru mieux faire en introduisant la génétique et toutes les connaissances ayant trait au système nerveux, lesquelles, ne prenant pas en compte l'inconscient freudien, n'ont fait que de déresponsabiliser le sujet, la famille, le social. Sont-elles allées, ces neurosciences, plus loin que toute personne qui ne recule pas devant la folie? Il ne me semble pas. Dans cette régression de la civilisation, à entendre comme ce que disait Lacan, à savoir une régression de la signification dont s'ensuit une incompréhension, là où le vocabulaire, la sémantique, l'éclatement de la grammaire ne produisent plus que du face-à-face meurtrier, faisant fi de toute morale. Les individus se multiplient. C'est comme si la pulsion de mort venait subvertir les pulsions sexuelles. N'a-t-on pas lu ce décret du 28 mars 2020 qui, sans qu'on soit au courant, a autorisé l'euthanasie? Je ne suis pas contre l'euthanasie à condition qu'on me le demande, et qui a permis une large distribution de Rivotril dans les EHPAD. C'est-à-dire que nos vieux, il y en a beaucoup qui ont été euthanasiés dans les EHPAD. Et ce dernier texte, accepté jusqu'à quand, je ne sais pas, qui autorise l'interruption de la grossesse à terme, qui autorise l'infanticide. Certes, je suis en train de dresser un tableau très noir de la situation. On peut me le reprocher, mais ce tableau n'est pas faux et il est même incomplet, très incomplet. Et il me semble que l'important pour pouvoir s'en sortir est de savoir dans quoi on est pris. Freud nous a fait entendre comment l'humain était sujet à l'endormissement, à l'hypnose, à la propagande, avec son texte sur la malsaine psychologie sur lequel il s'est appuyé, qui était de Gustave Le Bon. Mais nous avons vu aussi comment il pouvait se réveiller et se responsabiliser devant un réel qu'il avait plus ou moins causé. Espérons qu'il en sera encore de même.
Pour faire entendre, j'ai fait cet exposé en deux parties, c'est-à-dire la première partie qui concerne les choses néfastes que l'on voit venir dans notre société avec notre technologie, technique et tout ça. Et la seconde, je l'ai appuyée sur la perversion, sur les pervers qui profitent des situations de détresse civilisationnelle pour venir comme des véritables prédateurs qu'ils sont. Pour faire entendre l'analogie entre le corps social et le corps individuel, entre le sujet du particulier et le sujet du collectif, je m'appuierai sur le cas du pervers, de la perverse narcissique, décriée par les lacaniens, enfin par certains lacaniens, pas par tous. Il y a des lacaniens qui nous disent qu'il n'y a pas de pervers narcissique. Bon, mis à toutes les sauces par la Vox Populi, d'un seul coup, on voit sur YouTube qu'il y a plein de femmes qui sont là, qui ont été prises par des pervers narcissiques, et qui a été conceptualisé par Paul-Claude Racamier. Voilà comment je coupe cet exposé en deux. Donc, nous voilà avec le pervers narcissique. Appeler cette pathologie perversion narcissique ne fait pas entendre ce qu'elle a de spécifique, à savoir la psychose sous-jacente qui l'habite et que la perversion vient cacher plus ou moins. Ne fait pas entendre non plus que l'hypertrophie du moi renvoie à un sujet complètement immature, hébéphrène, non pas tant au sens d'une démence précoce, mais plutôt comme atteint par une forme de clivage perpétuel qui, selon les moments, se fait entendre à des degrés quantitatifs différents. Leur dangerosité à ces personnes allant de pair avec ces niveaux quantitatifs. Ajoutons à cela le déni, démenti du réel, Verleugnung, qu'enfant ils n'ont pas abandonné d'un pouce et qui maintenant est devenu perversion, folie. L'appellation pervers narcissique ne fait pas entendre non plus le problème apparu dans l'élaboration de l'image de leur corps. En effet, le narcissisme primaire ne s'est pas instauré correctement. C'est un petit peu comme s'ils avaient le moi de l'autre, de la mère, qui était rentrée chez eux et qu'en fin de compte, elle avait carrément délogé comment ils auraient pu se construire. Je parlerai de cette clinique dans un autre temps et un autre lieu comme on me l'a proposé. Pour l'instant, je me contente d'en tracer les contours au fin de faire entendre l'analogie entre le corps social et l'individuel. Ici, citons Freud via névrose, psychose et perversion. Je cite. La folie est employée comme pièce qu'on colle là où initialement s'était produite une faille dans la relation du moi au monde extérieur. Lacan, par rapport à ce moi, parce que bon, Lacan ne nous parle pas tout à fait comme ça, mais par rapport à ce moi, dans la relation du moi, Lacan, dans les nouveaux écrits, il me semble, parlera de perversion du moi, voire de criminel du moi. Bien que chaque sujet soit différent, les pervers dits narcissiques, étrangement, se ressemblent tous
toutes. Leur histoire est différente. Les signifiants qui les représentent ne sont pas les mêmes que ceux d'autres sujets. L'on peut dire que du côté symbolique, chacun sait très bien se débrouiller, d'autant que lorsqu'ils sont dotés d'une bonne mémoire, c'est-à-dire d'un bon cerveau, d'une certaine éducation, quand ils ont été plus ou moins bien élevés, instruits, ils peuvent viser aux plus hautes fonctions. On les a vus, on les voit occuper des très hautes fonctions, si ce n'est pas la plus haute. Bref, ils sont bien organisés d'un point de vue culturel et social. Ils ont un côté robotique qui sait enregistrer et pousser les boutons, mais qui est difficile à percevoir, à reconnaître, tant leur côté narcissique, théâtral, vient habiller la machine, ce robot. C'est par cette méconnaissance qu'ils peuvent exister. Grâce ou à cause de la participation consciente ou inconsciente d'autres membres de la famille, du groupe, du social, ils existent. Leurs comportements se multiplient parce que la famille, le social, le groupe les tolèrent et plus encore sont leur terreau. Pourquoi? Ils se ressemblent tous parce qu'ils ont tous un imaginaire rabougri. Ce sont des personnes, ils n'inventent rien, ils ne créent rien. Racamier va les appeler des coucous, c'est-à-dire ils vont dans les nids des autres. Ils vont pondre les œufs, des coucous. Ils ont tous un imaginaire rabougri, alors que paradoxalement, leur moi est hypertrophié. Le moi étant quand même côté imaginaire, mais aussi c'est quand même la conscience, le moi. Mais comme pour tout un chacun, ce moi est le lien même de la méconnaissance, comme la conscience, et tout aussi paradoxalement l'unité de la conscience. Le pervers narcissique a-t-il une conscience? Certainement, mais il n'a aucune morale, aucun affect, sauf pour lui-même et encore. Aucun sentiment, sauf de toute puissance. Sauf quand l'angoisse vient le submerger dans sa psychose qui arrive sans prévenir. Bref, chez lui, l'imaginaire est en défaut. Peut-être est-ce pour cela qu'il n'a aucune angoisse sociale et qu'il trouve si facilement sa place dans les groupes. Il est adoré des groupes. Très souvent, dans les choses juridiques où il y a des enfants qui sont là, entre le mari et la femme, le pervers ou la perverse, c'est lui qui va avoir la garde des enfants. Il hypnose complètement les personnes, les juges autour. Donc, il trouve aussi sa place dans les groupes. Ce qui fait dire que la notion de perversion relève plus d'un lien social que d'un sujet exclusif. Sans autre à haïr, à mépriser, à torturer, ce sujet n'existe pas. Ils existent peut-être depuis toujours, même dans les temps de paix, mais pullulent dans ces temps où le civilisé n'en peut plus. Aristote, dans sa métaphysique, nous les décrit peut-être. Je cite Aristote. En même temps, il est clair que la discussion avec cet adversaire n'a aucun objet, car il ne dit rien. Il ne dit ni ainsi ni non ainsi, mais il dit ainsi et non ainsi.
Et encore une fois, ces propositions sont alors niées toutes les deux. Puis il dit ni ainsi ni non ainsi, car autrement, il y aurait déjà du moins quelque chose de défini. Mais si tous sont de cette manière également dans l'erreur et dans la vérité, il ne peut s'agir pour un être se trouvant dans cet état ni de parler, ni de dire quelque chose d'intelligible, car du même temps, il dit une chose et ne la dit pas. Or, s'il ne forme aucun jugement, ou plutôt si indifféremment il pense et ne pense pas, en quoi, au juste, différera-t-il d'une plante? Voilà comment Aristote décrivait certaines personnes. Racamier nous dit qu'il vaut mieux ne pas rencontrer ce pervers narcissique et de nous décrire comment ils se sont infiltrés dans son institut psychanalytique tout en nous disant qu'on ne voyait jamais ces individus en psychanalyse. Comment s'infiltre-t-il alors? Je laisse la question ouverte. En ce qui le concerne, Racamier, c'est en tant que victime qu'il a commencé à nous les décrire, et ce sont d'ailleurs toujours les victimes qui nous les décrivent. Là, maintenant, il commence à y avoir quelques psychanalystes, psychiatres, psychothérapeutes et des coachs. Leurs descriptions font qu'ils se ressemblent tous, car ils ont tous le même comportement, celui d'un prédateur, d'une prédatrice. En retour, y aurait-il un profil des victimes? Des victimes, pas forcément, mais de celles qui restent peut-être, même quand elles veulent partir. Le pervers narcissique est un collectionneur d'objets interchangeables. Seul compte sa jouissance quand il rencontre sa future proie. Il l'enregistre d'abord tout comme un fonctionnaire le fait devant une carte d'identité. Puis il épie ses sentiments qu'il veut faire siens. Il vole les sentiments d'autrui. Selon son quoi? Ben oui, il les veut, ces sentiments, puisqu'il n'en a aucun. Donc il vole les sentiments de l'autre, et à partir de là, il lui parle selon son désir à elle, selon son fantasme. Hier matin, à la PM, avec ce livre de consentement, j'ai beaucoup pensé à ce pervers narcissique. Ainsi, quelqu'un disait, au début, on ne faisait quelqu'une, c'était quelqu'une. Après, sans que je m'en aperçoive, on était plusieurs. Tout comme des gosses absentés de la fonction du tiers, du père, ces sans repères collent aux institutions représentant le social. Ainsi copient-ils tous ces médias qui, dans cette régression de la civilisation, se sont changés, comme disait quelqu'un, en machines à ridiculiser. Plus le temps passe, plus ils ridiculisent leurs conjoints, leurs conjointes. Plus ils les punissent, les injurient, les maltraitent, les tuent. Il y a, je pense à Landru, qui était un pervers narcissique et qui est quand même un serial killer. Bien avant la PMA et la GPA, l'autre, la mère, avait déjà inventé un enfant parfait. Dans ces périodes, ils se multiplient. Comment s'en débarrasser? Comment se débarrassent-ils de leur victime? Faire le deuil d'un côté ou de l'autre, victime ou prédateur, cela nécessite que l'objet soit perdu. Or, chez le pervers, la perverse narcissique, l'objet a été réduit à un Kleenex, dira Racamier. Or, on ne fait pas le deuil d'un Kleenex. Et c'est pour ça, pourquoi
parce que l'objet n'est pas investi, et c'est pourquoi il n'abandonne jamais sa proie. Il ne s'en débarrasse jamais. Il y revient toujours. Il est incapable de se séparer de l'objet, parce que ça nécessite une séparation, un certain investissement de pensée qui requiert un tiers. Ah, il ne l'a pas eu. Un nom du Père, la fonction du Père. Il peut jeter le Kleenex et le ramasser et se remoucher, mais perdre équivaudrait pour lui à ce que son moi soit déshonoré et non pas à faire un deuil qui lui est complètement inconnu, puisque pour lui, chaque objet dont il fait connexion est interchangeable, voire Don Juan. Ces personnes, on ne s'en débarrasse pas, sauf, et pas toujours, quand elles se savent démasquer. Non pas quand seule leur perversion est démasquée, car elles peuvent dès lors saisir ce moment pour faire de leurs victimes des complices. Le pervers glorifie ainsi son moi et jouira de se valoriser au détriment d'autrui. Par contre, le narcissique ne supportera pas que la psychose cachée derrière la perversion soit dévoilée. Il la niera, la reniera et bien sûr la déniera. Comme quoi il la soupçonne plus ou moins, ce qui devrait engager sa responsabilité de sujet. Ai-je raison de parler de sujet? Je le suppose sujet. Mais aujourd'hui, avec des signifiants transbahutés de leur matérialité à une virtualité, l'argent par exemple, qu'en est-il, ces signifiants, du sujet qu'ils représentent? Et toujours la question récurrente, qu'en est-il du sujet dans la psychose? Est-ce un sujet acéphale? Pour terminer la description, voici ce qu'en dira Camier. Il ne doit rien à personne, il n'est le fils de personne, n'attend rien de quiconque, mais fait attendre. Fait temporellement attendre. La durée d'attente qu'il inflige étant proportionnelle à la présence qu'il s'attribue. Il ne reconnaît de supériorité à personne, ne surmonte aucune rivalité puisqu'il l'évince, n'a de dette envers quiconque et ne risque pas non plus d'envier, car il a tout, il le dit et il croit ce qu'il dit. En 1974, Jacques Lacan se demandait si l'on n'était pas en train de perdre les qualités de notre race humaine. Si la fonction du nom du Père n'était pas remplacée par celle d'un nommé pas. Alors là, je ne sais pas pourquoi je saute du coq à l'âne. À ce propos, quelques réflexions sur ce néo-féminisme qui nous impose des termes comme féminicide, écriture inclusive, balance ton pot. L'homicide n'est pas tuer un homme, mais tuer une personne humaine. Pourquoi ce néologisme qui ne dit plus rien? En ce qui concerne l'écriture inclusive, nos ancêtres l'auraient choisi il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles, il en a été question. Si les fautes grammaticales qu'elle entraînait et la non-possibilité de la parler ne les avaient fait reculer. Quant à Balance ton porc qui dénonce en bloc tous les hommes, ça ne fait penser qu'à une chasse à l'homme menée tambour battant par des féministes qui ne reconnaissent plus leurs ennemis. Si nous devons à nos grands-pères, j'ai vraiment sauté du coq à l'âne, je m'en excuse, mais c'est important quand même ça. Si nous devons à nos grands-mères, nos mères, nous-mêmes, certains acquis, c'est que nous nous sommes toujours battus avec non pas tous et pour cause, des hommes à nos côtés,
Notre combat n'était pas comme aujourd'hui de faire la guerre à l'autre sexe. Le paternalisme et la fonction du tiers, la fonction du père qu'aujourd'hui les pères ont plus ou moins bien portée, n'ont pas à être confondus. Avant, les féministes faisaient aimer les femmes. Aujourd'hui, le néo-féminisme fait haïr les hommes. Revenons à ce que disait Lacan en mars 1974, là où il s'interrogeait en découvrant cette fonction du nommé A, laquelle, se substituant au nom du père, était et bien le signe d'une dégénérescence catastrophique. C'est ce que nous voyons chez le dit pervers narcissique. Il est souvent choisi, désigné comme un nommé A, nommé à une fonction, à la présidence, enfin, nommé A. C'est une dégénérescence qui ressemble à s'y méprendre à celle du social qui s'étale sur les médias. Et à qui la faute? Eh bien, les lacaniens sont tout à fait indécrottables. La faute revient à la mère, enfin à l'autre grand A, la mère. Et puis quand même, l'autre, c'est le trésor des signifiants. Donc ça revient au symbolique d'une certaine façon. Enfin, il en a désigné le projet, cet autre, qui en a fait la trace, qui nous en a indiqué le chemin, nous dit Lacan, en martelant le fait qu'il a défini le désir de l'homme pour être le désir du grand autre. Chez le dit pervers narcissique, sans connaître son histoire, nous appréhendons tout de suite, dans le discours de la victime qui parle de lui, l'absence du tiers, d'un tiers qui aurait fait barrage à une déferlante de jouissance de la mère, à sa noyade. Un tiers que la victime souvent a voulu incarner, mais qu'elle n'a pu faire advenir pour lui. La victime, la proie, a de la peine à s'en détacher, d'une part parce qu'elle veut revenir au jour où il faisait un, là où il lui faisait entendre qu'il incarnait la dimension de l'amour, et d'autre part parce qu'elle a affaire à un gosse, à une gosse, et que son instinct maternel ou paternel est suscité. D'ailleurs, dans les multiples facettes du moi, d'un moi éclaté du personnage, la victime a aussi à voir avec tous les personnages de sa famille. L'inceste est convoqué, ce qui ne la laisse pas indifférente. Pour terminer, et pour dégager tant soit peu la mère de cette responsabilité qui serait entièrement de son fait, Lacan nous annonce qu'il est tout à fait étrange que le social prenne prévalence du nœud et de rajouter que c'est parce qu'il détient, ce social, le pouvoir du numéa qui restitue un ordre qui est de faire, martèle-t-il, que le nom du Père est forclos. C'est-à-dire, il me semble, que le nommé A est soumis entièrement au surmoi qui édicte sa jouissance au détriment de tout idéal. Voilà. J'ai terminé. Merci. Eh bien, merci Nicole. Je crois que tout le monde, enfin, beaucoup de gens applaudissent, en particulier j'ai vu Anna Maria applaudir. Nous allons donner la parole à Gilbert Hubet qui va entamer la discussion sur votre exposé. Alors, Gilbert Hubet, il faut que je le trouve pour lui demander d'activer son micro. Ça y est, il est activé. Donc, je lui demande de bien vouloir prendre la parole. Vous l'entendez là? Oui. Oui, très bien.
Bien, Nicole, bien que j'ai eu l'occasion de lire une préparation de ton texte, je suis encore impressionné de ce que tu dis et la manière dont tu le dis. Ce texte, il nous affecte, en tout cas moi, en tout cas, il m'affecte. Affecte dont Lacan disait qu'il signalait la présence du désir. Et me voilà donc convoqué, sous l'emprise de ton désir, du fait de l'avoir accepté, à répondre un peu à ton propos. Il m'a fallu prendre du recul, aller vers des temps passés déjà, pour pouvoir un petit peu, non pas poser beaucoup de questions, mais questionner tout de même ton texte. Parce que tant de choses sont possibles comme porte d'entrée, il a fallu se limiter un peu. Donc je voudrais poser 3 questions, deux qui concernent l'effet de la science dans l'hypermodernisme, et l'autre qui portera sur ce que tu appelles, je trouve de manière tout à fait judicieuse, le dit pervers narcissique. Tu prends ton élan dans la détresse contemporaine devant les effets technologiques, quand l'inflation narcissique qu'elle suscite ne conduit pas à la méconnaître. Comment le soignant de la souffrance psychique, et particulièrement les psychanalystes, peuvent-ils soutenir l'angoisse de ce temps? 2 effets de la science que je veux souligner. Celui qui affecte le sujet, son rapport de la parole et du langage, et l'autre qui, via la technologie, subvertit son lien à l'objet. Dans ton exposé, tu nous évoques la folie, cette liberté négative d'une parole qui a renoncé à se faire reconnaître. Ni oui, ni non, dis-tu à un moment donné en évoquant Aristote. Mais c'est aussi le sujet qui perd son sens dans les objectivations du discours. Effet le plus aliénant dans le sujet de la civilisation scientifique, et dont le noméa semble être le point d'aboutissement. Vous avez reconnu le Lacan des années 53, fonction et champ de la parole et du langage. Et la notion que Nicole a évoquée tout à l'heure, que tu as évoquée, celle de 74. Ce qui était affaire, cependant, de subjectivité singulière est devenu, comme tu le soulignes largement, le sort du sujet collectif, de la société elle-même. À plusieurs reprises, tu nous interroges, que disent les psychanalystes de tout cela? En éclairer les articulations, les mécanismes, celui du démenti dont tu parles, voilà ce qui leur est possible. Mais dans le champ sociétal, ont-ils autre chose à faire? D'autant que, aujourd'hui, on tue les ancêtres du tu. Et tout de même aussi, peut-être, une conséquence de la banalisation, voire de la poubellification du discours de la psychanalyse. Oedipe a tué son père sans le savoir. Freud nous a appris que c'était refoulé au cœur de la subjectivité. Et aujourd'hui, passé dans la connaissance, c'est vrai, c'est un savoir de tous, savoir décomplexé, n'impliquant plus aucun sujet.
Je veux revenir aussi sur ta critique de la technologie. Attends, là, je voudrais juste dire un truc. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il me semble que le père est tué réellement et pas symboliquement. Je crois l'avoir dit. Hein, enfin, une petite précision, quoi. C'est ça dont il s'agit. Avec cette réserve ou cette nuance, c'est que très précisément, et tu l'as évoqué, depuis 40 ans, le noméa s'est substitué au nom du père. Et donc la question du père est déjà à cet endroit très largement entamée. Absolument. Voilà. Je veux revenir aussi sur ta critique donc, de la technologie, en tant qui prolonge pourtant nos vies, qui se substitue à notre semblable pour nous aider à respirer, à nous nourrir et même à satisfaire nos besoins sexuels. C'est-à-dire ce que Freud qualifiait des nécessités de vie, Not des Lebens. Je n'ai pas entendu, Gilbert. Freud qualifiait de nécessité de vie, Not des Lebens, d'avoir à respirer, de se nourrir, les besoins sexuels pour lesquels on avait besoin d'un autre, d'un semblable. On ne pouvait pas satisfaire soi-même. Et le semblable, c'est nous-mêmes. Alors, je veux te rejoindre avec Lacan. Il disait dans l'Anvers en 70 que la science, comme discours dominant, nous faisait oublier ce que pourtant nous savons. Nous savons à quel point chacun de nous est d'abord déterminé comme objet. Tu n'as d'ailleurs pas manqué de le remarquer quand tu parles du dit pervers narcissique. Non seulement Lacan disait, je le cite, c'est avec les objets A que l'on trouve dans les vitrines ce foisonnement de gadgets faits pour causer notre désir. C'est avec cela que la science qui nous gouverne nous satisfait aussi. Parmi ces objets, Lacan parlait de ce qui s'enregistre sur nos appareils. Ce soir, par exemple, mais à l'époque 70, il parlait de la voix, grâce à quoi les astronautes ont pu aller sur la Lune sans quitter cet objet qui commande et qui satisfait. Or, pour finir, et ce n'est pas une question, mais à propos sur quoi je voudrais t'entendre, en 74, dans la troisième, quand on lui demande à Lacan s'il n'est pas inquiet de l'envahissement de tous ces gadgets qui nous empoisonnent et qui bouffent notre vie, il répond qu'il n'est pas pessimiste. Il y aura, dit-il, un cramponnement du gadget. Eh bien, tout est noir, certainement, mais n'est-ce pas un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui quand on parle de décroissance, quand on parle de retour à la nature par opposition à la manufacture sophistiquée et au monde virtuel, et quand, par exemple, quand nos ondes qui nous viennent de loin porter des voix toutes virtuelles par le refus de la 5G dans notre actualité. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord là, parce que le retour à la nature, il est complètement politisé à l'heure actuelle. Si encore c'était un retour à la nature où les gens ne prennent pas d'avion, où il faut attention, mais c'est même pas ça, quoi. Je veux dire, c'est un truc politisé. Je crois que les écologistes d'aujourd'hui sont des anti-écologistes. Bon, c'est une prise de conscience qui est nécessaire. Une prise de conscience là, et un désir de faire autrement. Voilà, et un désir de créer de nouveau, parce que là, on n'est plus dans la création du tout.
puisque ce sont les machines qui... C'est là où je dis peut-être assistons-nous à quelque chose de l'ordre du tamponnement des gadgets. Peut-être, Voilà. je l'espère. Ben, moi aussi, hein, voilà, c'est une manière de lire cela un Ouais, peu moins pessimiste. Voilà. je suis d'accord. Bon, Et puis alors, oui, oui. voilà, ça c'est pour le côté donc, de l'hypermodernisme et de la technologie et de la science. Bon, est-ce que Nicole veut répondre un peu ou bien est-ce qu'on donne la parole à la salle? Non, j'ai répondu de trois choses. Je vais reprendre. Je dis encore un petit mot à propos du pervers. Sur le Ah, pervers, pardon, oui, j'aimerais bien que tu voilà. dises un mot pardon, sur le je n'avais pervers. pas compris. Oui, Je oui, croyais non, que vous non. aviez terminé. Alors, le démenti de la castration que tu as évoqué à plusieurs reprises, tu le dis, il est culturel. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette notion de perversion relève plus d'un lien social que du sujet exclusif. Mais, question, est-ce que tout être parlant qui est plongé dans cet espace de démenti est-il pervers? Racamier, qui invente le pervers narcissique en 86, le fait comme clinicien, affecté par une rencontre. Et il le définit aussi comme un sujet se défendant contre une douleur subjective, à laquelle il résiste par un ni oui ni non, laissant la charge du jugement aux institutions du social. 10 ans après, ce n'est plus un sujet clinique, c'est le sujet d'un comportement qui définit le sujet. C'est celui qui harcèle moralement. L'auteur, pervers narcissique, est désormais un nommé A. La notion est à ce point galvaudée qu'il va lui être qu'il va avoir une autre notion pour le remplacer dans le champ interpersonnel, celle d'emprise. Mais avec l'emprise, désormais, il suffit de cocher un certain nombre d'items dans les questionnaires et le partenaire de celui qui coche devient un pervers narcissique. Ainsi, le moi et son semblable, unis comme sujet de souffrance, sont-ils objectivés dans des places définies? Tout est objectif. Chacun est soulagé d'une application de sujet désirant, la victime comme son tourmenteur. J'espère que vous voudrez bien croire que je ne dénie pas qu'il y a des monstruosités entre les êtres parlants et qu'il ne saurait être question de se placer du côté de l'agent de celle-ci. Il y a bien un bien et un mal. Tu ne t'y laisses pas prendre d'ailleurs. Tu évoques la psychose à côté ou en dessous de la nomination sociale de pervers narcissique. Et tu relèves d'ailleurs que parfois la victime aurait voulu incarner le tiers manquant. Il y a comme ça, dans ta description, toujours ce moment où tu introduis une équivoque et un jugement qui permet de savoir que ça n'est pas tout à fait blanc ou noir d'un côté ou de l'autre. Et j'attrape ce que tu as dit de la victime pour une conclusion en forme de pirouette. Tu vous diras ce que tu en penses. Tu disais, la victime veut revenir au jour où ils, les deux, faisaient un avec la dimension de l'amour. Mais n'est-ce pas ce que nous, les psychanalystes, pouvons offrir, qu'un sujet en souffrance puisse se confronter à son rêve de faire un et, sous l'emprise du transfert,
hors jouissance d'aucun, découvrir les voies moins périlleuses de réalisation de son vie. Oui, non, mais l'amour veut faire un, ça c'est sûr, c'est l'unité, c'est l'éros qui unit, veut faire un. Non, j'ai essayé de faire entendre la complexité de ce personnage qui a été nommé comme ça par Racamier, c'est-à-dire que du côté d'Oméa, c'est que il me semble, je ferai la clinique au mois de mars, hein, il me semble que sa perversion l'aide à supporter sa psychose. Autrement, ça n'irait pas du tout, quoi. Je veux dire, il serait complètement. Là, bon, ce que j'ai vu dans ma clinique avec les personnes, bon, des personnes certainement pas lui, mais j'ai vu un schizophrène, quoi. Dans ce qu'on m'a rapporté, c'est de la schizophrénie dont il s'agit. Alors, c'est plus ou moins en quantité, la faille est plus ou moins ouverte, et la perversion lui permet carrément de nouer, je ne sais pas, que je n'ai pas les mots encore, de faire un nouage, de faire que cette faille ne s'élargit pas. Donc, il y a d'un côté, il est du côté du noméa qui fait une dégénérescence catastrophique de l'accord, et de l'autre côté, c'est un prédateur. Hier, donc, on recevait celle-là de Claude Noël Pickman et Vladimir Naslednikov qui parlaient du livre, comment ça s'appelait déjà, Le consentement, et qui faisait entendre, enfin moi, ce que j'ai entendu, c'est un crime d'amour, c'était pas tant un crime sexuel, même si elle avait 14 ans, quoi. Voilà. Donc on est d'accord là-dessus, sur la victime et sur la rencontre l'un avec l'autre. Et tu as rappelé tout à l'heure que Racamier parlait du coucou. Le coucou, en effet, ça peut aller tout à fait avec la dimension anaclinique de cette clinique-là. Oui, mais le coucou, c'est quand même un drôle d'oiseau. Ah, c'est un drôle de truc, oui. Voilà. Merci Gilbert, on va revenir. Bien, ben écoutez, je vous propose d'ouvrir la discussion. Je vais peut-être essayer de... Voilà, je vais permettre à tout le monde d'ouvrir son micro. Et qui veut prendre la parole? Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Geneviève souhaite intervenir. Geneviève, essayez d'activer votre micro vous-même, s'il vous plaît. D'accord. Voilà. C'est bon? C'est bon, d'accord. Bonjour. Bonjour Nicole. Je voulais te féliciter parce que j'applaudis. J'ai applaudi quand tu as terminé ton exposé parce que j'ai trouvé que tu as mené de façon superbe ce panorama qui caractérise notre époque, c'est-à-dire la toile de fond dans lequel le pervers narcissique va s'épanouir et va devenir le héros de notre époque. Voilà. Et en même temps, je te remercie beaucoup de cette description, si tu veux, de ce qui caractérise notre hypermodernité, parce que tu fais revivre cette phrase de Lacan que nous avions mis en exergue de ce cycle et qu'on a oublié, qu'on a perdu de vue depuis, avec toutes les interruptions que nous avons eues à cause du corona, voilà, et que je suis contente de répéter. Je répète cette phrase de Freud, tellement illustrative de tout ce que nous avons pu dérouler au cours de ce cycle. Nous vivons des temps bien curieux où le progrès a passé un pacte avec la barbarie.
Voilà, je trouve que tu as illustré ça de façon magnifique. La description que tu as faite de notre hypermodernité. Et ensuite, ce pervers narcissique que tu nous as décrit, moi, ce que j'ai retenu, qui me paraît extrêmement intéressant dans ce monde qui est un monde qui nous est décrit comme étant sans limite, puisque tout est possible, un monde dans lequel tout est possible. Ce pervers narcissique est d'abord un homme qui ne connaît pas la contradiction. Il y a tout et en même temps. Hein. Tout est possible et en même temps. Pas de contradiction. Tout peut se concilier. Et ensuite, surtout, tu as insisté, et ça j'y suis très sensible, sur le fait que il n'y a pas que le pervers narcissique, hein, il y a toutes les perversions, me semble-t-il. C'est vrai pour toutes les perversions. Les vraies perversions sont toujours des remparts contre la psychose. Je pense que ça, on ne le dit pas assez, et c'est très important de le noter, ce qui explique que le pervers, lorsqu'il n'a plus ces scénarios possibles, parce qu'il a perdu soit son partenaire, soit son public, s'effondre. Tu as parlé de l'effondrement d'ailleurs du pervers narcissique. Et je pense que c'est tout simplement quand il n'a plus de partenaire à sa mesure ou qu'il n'a plus de public qu'il s'effondre. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on a une chance de le voir venir en analyse. Voilà. Ce que j'avais envie d'ajouter, de dire. Mais bravo, parce que je trouve que tu as construit ça de façon tout à fait comment dirais-je, tout à fait didactique, mais pas que didactique, tout à fait illustrative. Et en effet, je pensais à notre réunion d'hier sur Maznev, et je trouve que ça aurait dû venir après, parce que c'était une étude de cas magnifique pour ce que tu nous as dit ce soir. Tout ce que tu nous as dit ce soir du pervers narcissique. Hein. Alors, il y a tout ce que tu as... Je termine. Il y a tout ce que tu en as dit, c'est-à-dire le fait que les individus se substituent. Ils sont tous les mêmes, c'est tous les mêmes. C'est-à-dire c'est le trait qui les unit est le même exactement. Et ensuite qu'il n'y a aucun affect. Voilà. Merci. Houchang a demandé la parole. Oui, bien. Alors, merci Nicole de ce panorama à la fois très intéressant et très gênant. Alors, si je peux me permettre d'aller du côté de la critique constructive, bien sûr, je ferai en deux parties, comme tu as fait ton exposé, c'est-à-dire d'abord ce capitalisme, ensuite ce pervers narcissique. Alors, je regrette toujours que ça fait un peu complotisme toujours quand on parle du capitalisme. Alors, là, tous les mots viennent de lui. Alors là, est-ce que c'est le capitalisme qui produit le totalitaire, comme tu sembles le dire, qui mise tout sur la pulsion de mort? Enfin, c'est un peu mélanger les financiers vers eux, les entrepreneurs, les grands travailleurs, un peu tout un chacun. Enfin, c'est vraiment l'activité. Bon. Alors, effectivement, c'est une version sombre, très sombre. C'est un tableau noir, en effet. C'est pré-apocalyptique, c'est persécutif. Je pense que là, c'est quand même un magma dans lequel, comme si c'était bientôt la fin du monde. Bon, passons. Parce que c'est des phrases qu'on trouve absolument chez
dans tous les journaux de tous les intellectuels du monde. Il suffit de lire Libération, Le Monde, etc. On a toujours les mêmes, un certain nombre de poncifs, de formules, voilà, que tout le monde a dans la tête enfoncé. On ne sait pas d'où ça vient, mais alors ça nous mène vers la pensée unique. Bon. Pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique, cette formule qui est sortie de Racamier à l'Institut dans leur truc, et ça fait très moral comme formule. Parce que, en fait, ça fait très manichéen. On a envie de dire, mais des noms. Parce qu'on dirait que là, il y a quelque chose on sent un ressentiment. C'est pas des copains de Nicole, hein, mais on aimerait bien voir leur tête et avoir leur nom. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui n'a aucun sentiment. Enfin bon, c'est quand même des généralités un peu fortes. Je vais vous dire, à mon avis, d'où ça vient le pervers narcissique. C'est dans toute cette tendance de dépsychiatrisation pour cesser de stigmatiser. Or, en tout cas, le pervers narcissique, c'est ce qu'on pouvait, certains pouvaient appeler autrefois la paraphrénie. Effectivement, il s'agit de narcissisme, de psychose narcissique. C'est parce que l'essentiel, c'est le narcissisme dans cette affaire. Et maintenant, mettre l'accent sur le pervers, sur la perversité, la perversion. Alors, on ne sait même plus si c'est de la perversité ou de la perversion, parce que la perversité, c'est de faire mal. La perversion, c'est quand même bien défini dans la psychanalyse. Donc, ça fait très moral. Et à nouveau, ça stigmatise. Ça stigmatise encore plus que la psychiatrie. Et ça stigmatise qui, en général, justement, c'est dans les couples que ça se passe. Il est pervers narcissique. Et là, pour rejoindre cette histoire de père, c'est généralement les hommes qui sont pervers narcissiques. Alors là, ça tombe à tous les coups. Ça marche très, très bien. Hein. Cette espèce de pseudo-psychiatrie qui permet d'exclure définitivement, sous couvert de science et de psychologie, de je ne sais pas quoi, un certain nombre de personnes. Qui est des éléments de perversion, etc. Mais enfin, c'est quand même un délire narcissique avec tout ce que ça comporte. L'avidité prédatrice n'est pas... elle fait partie du truc, mais la paraphrénie, c'est en effet quelque chose qui est très pragmatique, des très grosses capacités d'adaptation. Alors, effectivement, il s'agit du moi, il s'agit d'un moi immense, mais là, on revient toujours aux mêmes questions de la psychose. Voilà ce que je pourrais relancer là, comme ça, tout de suite. Et en tout cas, merci, Nicole. Annick Galbiati souhaite intervenir. Il faudrait qu'elle active son micro. Voilà. Vous pouvez parler, Annick. Bonsoir. Bonsoir, Annick. Bonsoir à tous. Merci, Nicole. En t'écoutant, je me demandais si l'engouement pour le comportementalisme, au détriment de la psychanalyse, et où le sujet du comportement est mis en avant au détriment de celui de la parole. Je me demandais donc si cette montée en puissance du comportementalisme, encouragée par les neurosciences, pouvait être considérée comme un signe de perversion
de notre société? C'est un type de dégénérescence, enfin de régression, je ne sais pas, ça mène nulle part d'une certaine façon, ça ne donne pas un sens. Alors peut-être perversion, tu as peut-être raison, mais c'est pas parce que là maintenant avec ce qu'a dit Auchan, si on est sur la paraphrénie, j'étais plutôt du côté de la schizophrénie, mais presque avec l'héméphrénie, le genre de description de Bleuler, parce que c'est quand même lui qui a bien décrit la chose. Alors, perversion, bon, c'est pas pareil, je veux dire, que la psychose. Il angoisse l'autre. Bon, pour faire vite de la manière lacanienne, je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre, Annick. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à Annick. Enfin, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que on peut se demander si, avec cette substitution du sujet du comportement au sujet de la parole et du langage, qui a tendance à s'effacer à ce moment-là, est-ce que quelque chose de la métaphore ne se défait pas? Ah, ça c'est plutôt du... c'est vrai que le pervers, il aime bien défaire la métaphore de temps en temps. Mais justement, c'est parce qu'il y a toujours une psychose sous-jacente à quelque chose. Bon. Est-ce qu'on n'est pas tous un petit peu fous? Vraiment, il faudrait travailler la question, Eric. Je suis incapable de te répondre à ça, mais incapable. Non, enfin, c'est ce que m'a suggéré ton exposé, enfin, entre autres. Une question. Je ne sais pas, il y a quelque chose de la civilisation qui est visé dans les discours de tous les jours d'aujourd'hui qu'on entend dans les médias, civilisation occidentale, bien sûr, qui est visée comme si le progrès, c'était d'anéantir cette civilisation, d'anéantir notre passé. Est-ce que c'est de la perversion? Je ne sais pas, c'est de la folie. Je crois que je ne peux pas mettre un terme psychiatrique, alors que, excuse-moi au choc, mais j'ai quand même pu le mettre plus ou moins sur le pervers narcissique. Mais là, un terme psychiatrique là-dessus, je ne le vois pas trop, tu vois. Donc, bon. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole? Parole, oui. Dominique Beaumont veut parler? Oui. Dominique, bonjour. Oui, bonjour. Alors, pareil, hein, merci Nicole pour ce... Vous m'entendez là? Je l'ai activé. Oui, oui. Merci pour cet exposé. Moi, j'ai trouvé ça m'a beaucoup intéressé, émotionné même. Enfin, c'était vraiment brillant, comme disait Bette. Et moi, j'ai bien aimé aussi justement le rapport entre l'individuel et le social. Donc la première partie, description de l'état de notre société, avec le néo-capitalisme, tout ça. Moi, je reprendrai ta description qui ne me semble pas, et la pollution, enfin, je trouve ça intéressant aussi, le plus de produire, le plus de consommer, le plus de polluer, et ces injonctions contradictoires aussi. Enfin. Et moi, je trouve que ce n'est pas de la bouillie,
enfin, contrairement peut-être à ce que disait Auchan. Enfin, Oui, justement, si tu me permets, tu vas reprendre après. Mais et alors, j'ai parlé du néolibéralisme, Auchan, pas du capitalisme. J'ai ouais, dit du néo-capitalisme. néo-capitalisme. En Non, néolibéralisme. mais c'est néo aussi, hein, c'est pas. Voilà. C'est nouveau. Ouais, faut... Le Beaujolais, quoi. c'est ça. Et je trouve intéressant, enfin, le pervers narcissique, c'est pas que homme-femme, c'est aussi beaucoup justement dans le monde du travail. On a beaucoup parlé ces derniers temps de pervers narcissiques dans le monde du travail, et c'est pas pour rien, c'est sûrement, enfin, c'est évidemment en lien avec avec le champ de bataille, enfin l'état du monde du travail, quoi. Et le monde du travail, c'est le reflet de notre société, quoi. Bien sûr. Et je trouve que c'est justement, s'il y a des pervers narcissiques au travail, c'est effectivement parce qu'il y a un pervers narcissique, enfin, il y a un système qui permet qu'ils aient effectivement, on les nomme, on les y nomme, on les nomme. Voilà, et ça, je trouve que tu l'as bien mis en évidence, je trouve ça super intéressant. Je l'ai mal dit et toi, tu l'as bien dit. Je te remercie. Mais oui, je peux du coup répondre un peu encore à Usha sur la morale, Usha. Eh ben oui, moi je ne suis pas contre la morale. Hein. C'est-à-dire, bon, on peut l'appeler éthique avec Lacan, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais pour faire civilisation, on ne pisse pas sur le paillasson du voisin. Donc, on est pris dans la morale tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire, on a reçu une éducation, moi j'adore cette éducation qu'on a pu recevoir à certaines années, et puis on a reçu de l'instruction, il y a l'école publique qui nous a appris des choses, et voilà que d'un seul coup elle est en train de disparaître, elle nous a appris à faire civilisation, à vivre ensemble. Alors naturellement, ben, il y a de la morale, il y a des religions, enfin il y a le christianisme, hein, parce que c'est vrai qu'en France c'est le christianisme. Ah bon, c'est le judaïsme aussi, bon, c'est judéo-chrétien, c'est surtout la fille aînée de l'Église. Bon, c'est vrai, c'est de la morale, mais je ne suis pas pour cracher sur la morale. Je ne vais pas me mettre à genoux devant parce qu'il y a des trucs que je vais faire et qui, logiquement, ne sont pas pris dans la morale. Bon, ils sont pris dans la morale et je ne vais pas écouter la morale. Bon. Mais il y a une question éthique là-dedans qui est qu'on ne peut pas faire civilisation sans une once de morale. Je pense que le mot moral, je ne sais pas si je suis. Oui, le terme de morale n'est pas bienvenu. Je pense que le terme d'éthique, c'est-à-dire qui se soucie de l'autre, qui prend soin de l'autre, enfin qui se soucie de l'autre en tout cas, qui exerce son désir et sa liberté jusqu'à, enfin, il y a une limite qui est l'autre, c'est-à-dire pas au détriment de l'autre. Tout est possible, mais pas au détriment de l'autre. Et ça fait limite, évidemment. Et je pense que ce n'est pas le mot moral qui convient, c'est le mot d'éthique. Moral, ça donne une connotation un peu religieuse, un peu, qui n'est pas bienvenue. Hein, il me semble qu'il s'agit d'éthique au sens où Lacan même a employé ce terme. Alors, l'éthique et la morale, c'est pas pareil. Absolument pas la même chose. Bien sûr, c'est pas pareil. L'éthique comporte dans sa définition la question du désir. Dans la définition de la morale, il y a l'arrêt du désir, l'empêchement du désir, contre le désir. Alors évidemment, dans le désir, il y a tout un aspect qui va jusqu'à la perversion, la vraie, mais il y a là, au niveau du désir, quelque chose d'antinomique entre la morale et l'éthique.
Mais, d'accord, mais je trace quelque chose qui concerne tout un chacun, je veux dire, et comment on a été élevé, éduqué au départ et instruit. On ne va pas rejeter la morale dans laquelle on a été éduqué si on l'a été, je veux dire, avec une morale. Parce qu'aujourd'hui, justement, les gosses sur le trottoir ne me disent pas que c'est l'éthique. Hein. Quand ils arrivent en patinette, moi qui ai été scalpé par une patinette, je peux t'assurer que ça ne va pas du tout. S'il y avait une morale, il y aurait un papa et une maman qui auraient dit, ben non, quand tu vois une dame plus ou moins âgée passer, tu fais attention. Non, bon, ça c'est quoi? De l'instruction et de la morale. C'est vrai qu'on est pris un peu dans une morale chrétienne qui est bon. L'éducation au respect de l'autre. L'éthique, ça ne concerne pas les tous petits, quoi, je veux dire. L'éthique, c'est en effet, comme tu le dis, ça concerne le désir naturellement, en premier lieu, l'éthique. Et aussi le respect de l'autre. Ça concerne mais le désir, ce désir sexuel très fort, et qu'on met en, comment dire, où on met des limites. Ouais. Et oui, l'éthique, on met des limites au désir sexuel. Voilà. Eh ben, alors tu vas me dire qu'il n'y a pas de morale là-dedans? Parce que l'éthique, c'est que tu vas pas céder sur ton désir et en même temps, ben, tu y mets des limites. Autrement, tu crèves si tu ne mets pas de limites. Tu fais crever les autres. Ou tu fais crever les autres. Josette. Moi, je ne dirais pas que le terme de morale et le terme d'éthique sont opposés. Je pense que dans la morale, le désir est également présent. Je trouve que éthique, pour moi, désigne le corpus, un certain corpus sur le plan théorique. La morale, c'est la mise en application de ce corpus avec des sujets. Le petit enfant, l'adulte, l'autre, enfin bon, tout le monde, tous les citoyens, je dirais que c'est. Mais qu'il n'y a pas d'opposition. La morale, pour moi, c'est le désir est aussi dans la morale. Enfin, voilà. Oui, mais comme les monte une histoire, je pense que parler de morale, ça a un côté religieux. Ça évoque quelque chose du religieux. Ah bah oui, mais c'est pas moi qu'on ait parlé. Hein. Pardon? C'est pas moi qu'on ait parlé. Oui, non, mais c'est ce que je dis. C'est pas un mot bienvenu parce que ça évoque quelque chose de religieux. Je pense que l'éthique, ça concerne, justement, c'est un terme qui est extrêmement riche parce qu'il comporte le désir, bien sûr, mais il comporte aussi l'attention à l'autre, c'est-à-dire le respect de l'autre, l'attention à l'autre, mais le respect de l'autre. C'est ça quand même l'éthique. Par conséquent, je pense que c'est un terme beaucoup plus riche et moins connoté religieusement. Voilà, et c'est pour ça qu'il est préférable peut-être. Hein? Oui, attention, est moins connoté. Voilà, beaucoup moins connoté religieusement. Ça a quelque chose de, ça a quelque chose d'un peu, comment dirais-je, oui, de morale religieuse, quoi, morale religieuse. C'est moi qui ai employé le terme à propos de pervers narcissique parce que c'est effectivement un terme de stigmatisation, de diabolisation, si vous voulez parler de religion. C'est pas mon terme, Auchon, c'est pas mon terme, tu me l'as reproché, j'ai bien dit que c'était le terme de Racamier et que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce terme. D'accord, mais enfin, je pense que parfois ça correspond à quelque chose d'une attitude défensive vers, en effet, de l'abus, de la prédation, mais d'un autre côté, c'est une stigmatisation et une exclusion radicale de quelqu'un par apposition d'un diagnostic d'exclusion qui est
parfois extrêmement dommageables. Moi, je trouve que sa description, Rakamier, elle est bonne. Il me semble, sur la clinique même, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas tout à fait en accord, mais sa description, elle est bonne. Et c'est ça qui est stupéfiant, c'est que ces personnages, on peut tous les décrire de la même façon. C'est ça qui est fou. Regarde, toute personne qui a épousé ou moi, j'ai des enfants de pervers narcissiques. Enfin, non, il y a des enfants de pervers narcissiques que je peux recevoir. Je suis folle. Moi aussi, tu vois, je deviens folle quand on dit des trucs comme ça. Bon, et la description est la même. Ils ne se connaissent pas. Et la description est la même. Je suis même allé chercher. J'ai téléphoné à un coach. Donc, pour avoir des femmes qui peuvent me parler aussi. C'est vrai qu'il y a plus d'hommes qui sont pervers narcissiques. La perversion, elle est côté homme. Décrété pervers narcissique, attention. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit les 10 pervers. Enfin, le mieux, ça serait de ne pas employer ce terme. Moi, je ne vais pas parler de Rakamier, ne pas employer ce terme, enfin, écoute, je ne vais pas censurer Rakamier quand même. Non, oui, ben, je trouve intéressant la description. Moi, je n'aime pas ce terme. Oui, c'est vrai que il y a la description de Rakamier qui est intéressante. Cette nomination de Rakamier, c'était dans un cadre clinique. Aujourd'hui, le pervers narcissique n'est pas défini dans un cadre clinique. Absolument. Même si nous, en concert, c'est une stigmatisation sociale. En effet. Absolument, vous avez raison. Quelque chose qui est absolument en dehors de notre champ qui le désigne de cette manière-là. Alors peut-être qu'il faudrait faire un effort pour trouver quel terme utiliser pour cette clinique dont on parle. Mais Rakamier, il a rencontré quelqu'un. Les autres, je suis d'accord avec ils décrivent des comportements dont ils sont partie prenante. Et c'est ça qui est oublié. C'est vrai que le mot est très galvaudé. Il perd sa dimension clinique, il est galvaudé. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un règlement de compte avec quelqu'un, on le traite de pervers narcissique. C'est-à-dire que ça n'a plus de sens pratiquement. Ah oui, non, mais ça, c'est pas de la faute de Rakamier, enfin. Non, c'est pas de la faute de Rakamier, mais ça veut dire que le concept qui a été décrit par Rakamier, qui a été décrit sur le plan clinique, a été galvaudé et est appliqué et stigmatise justement à tort et trop rapidement un certain nombre de comportements et de gens quand il y a des comptes à régler. On dit pervers narcissique et c'est terminé. Il a tort. Je suis d'accord. Voilà, mais tu n'y es pour rien. Ça veut dire que les mots ont une histoire et que d'un concept extrêmement clinique, extrêmement précis et l'air du temps, ça n'empare et en fait une stigmatisation trop facile. Peut-être qu'il faudrait parler de voleur de narcissisme. De voleur de narcissisme, mais je l'ai dit tout à l'heure. Oui, tu l'as dit, mais je pense que comme aujourd'hui il y a une vocation sociale de ce problème de s'approprier le narcissisme de l'autre parce qu'on se sent soi-même en déficience de narcissisme pour les raisons, je pense effectivement un peu apocalyptiques que tu as décrites tout à l'heure. Je pense qu'il vaut mieux dire voleur de narcissisme et face à ce voleur, des gens qui sont dépouillés. Mais je pense que ça convient mieux par rapport au phénomène social qui fait qu'il y a des voleurs de narcissisme, parce que de toute façon, par rapport au tableau noir que tu as présenté, effectivement,
beaucoup de gens se pensent en défaillance de leur narcissisme. On n'arrive pas à se fabriquer une image de soi suffisamment forte et suffisamment gratifiante. Donc, il faut aller la pomper ailleurs. Oui, C'est un peu ça qui se passe. écoute, tu es quand même le seul à avoir entendu ce que je disais par rapport au voleur, parce que c'est non seulement un voleur, mais un violeur. Ça peut être un violeur, mais C'est un voleur de narcissisme. c'est plus généralement un voleur parce qu'il faut qu'il se sauve à chaque fois. Ben oui, c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire qu'il a une perversion pour échapper à la psychose. Bon, voilà. Donc, je te remercie de mettre de l'eau dans mon moulin. C'est exactement ça, c'est un voleur de narcissisme. Il l'a volé à l'autre. C'est pas qu'il l'a volé, on lui a pris à lui. La mère, je pense, lui a pris son Ou alors on lui a pas laissé le temps de l'installer. Ben, son image, je l'ai dit, c'est-à-dire son image primaire est mal foutue. Tu vois, le stade du miroir, vraiment, ça va pas du tout ce qui se passe là-dedans. Ben, Après, sa mère, bon, je dis la mère, hein, elle a ordonné comment son moi devait être fait, quoi. Je veux dire, il n'a pas pu se construire une image. C'est pour ça qu'ils se ressemblent tous. C'est quelqu'un qui ne peut pas créer. Celui-là, parce qu'il y a différentes psychoses et tout, moi, le paraphrénie, je vais regarder Bouchon, et si tu veux bien m'en parler, j'irai plus creuser de ce côté-là, puisque tu as l'air de me dire que c'est une narcissisation, psychose perverse, ce qui me plaît beaucoup. Enfin, je veux dire, pour continuer, puisque je dois faire la clinique au mois de mars de ce personnage. Et dans ce que tu me dis, Hubert, c'est ça que bon, je ne me suis peut-être pas bien exprimé, mais Nicole, comme il y a une contagion sociale de ce phénomène, oui, je ne m'occupe pas de la contagion sociale du phénomène. J'en ai rien à faire de la contagion sociale. Si, quand même, ça. Ben si, parce que tu en parles, parce que tu fais un tableau un peu apocalyptique au départ. Tu passes de la situation sociale après à ce que tu appelles, à la suite de Racanier, le pervers narcissique. Donc, oui, non, mais je dis que dans ces situations sociales, ce genre d'individu pullule. Bah oui. J'ai même parlé de Landru en 14, il a commencé à brûler les femmes, à les tuer, à prendre leur fric et à brûler les femmes. Et j'ai lu toute l'histoire de Landru, les minutes du procès et tout, et en effet, il a exactement les mêmes choses. On dirait ce que Racamier a décrit comme pervers narcissique, Landru. Il y a Fourniret qui est comme ça également. Bon, oui, alors, mais Fourniret. Oui, la Fourniret. Et au départ, la première représentation du pervers narcissique, sa première vraie représentation, ça a été Monsieur Verdoux, le film de Chaplin, dont les critiques ont dit que c'était le premier moment où on croise l'industriel qui devient délirant avec l'homme politique qui devient délirant. C'était Monsieur Verdoux, c'était la première ouverture vers ce que le capitalisme allait devenir, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, c'est-à-dire une pensée du marché qui oublie que le marché, c'est un lieu d'échange entre des manques. Donc, mais pour en revenir quand même à ce que je voulais dire, c'est que s'il y a quand même, comment dire, une espèce d'épidémie de ces voleurs de narcissisme, c'est que l'image ne se fait plus dans le miroir précisément. L'image, elle se fait aujourd'hui dans le lieu de la programmation qui, bon, grosso modo, pour raccourcir et dire vite les choses, sont les réseaux sociaux. Et que quand tu te mires dans une myriade de moi, oui, exactement. Ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est voilà, il faut je sais pas, faut faire avec. Ben, on s'y perd.
Donc, il Ben faut oui, récupérer son narcissisme déjà qu'il y en a beaucoup qui s'y perdent avec l'image. naturellement. Bon. Oui, on s'y perd, ouais, tu as raison. Donc, ça renvoie quand même au bout du bout. Je parle moi sur l'usage social. Je ne suis pas suffisamment. Moi, je parle en tant que cinéaste. Je ne parle pas en tant que psychanalyste. Donc, la clinique, je ne peux pas trop m'en mêler parce que je ne suis pas assez calé pour en parler. Mais en tant que cinéaste, ça renvoie à une analyse de la technique d'aujourd'hui. Ben oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bon, je me dis que j'ai été bien maladroite en introduisant. J'ai essayé de dire ça, j'ai essayé de. Bon, voilà. Non, mais tu as aperçu le moment où les deux espaces se croisent sur un plan d'ensemble. Mais effectivement, après, la clinique telle que C'est vous ça qui est difficile. il n'y a pas forcément un pont aussi pratique que ça qui s'établit entre les deux. Ben oui, toi, tu es en train de parler de deux plans. Tu sais, tu me fais penser à Elsa Popine, là. D'un seul coup, il y a un Indien qui arrive avec son cheval, non, ou un autre, il y a l'Indien qui passe à un moment, puis un autre est là derrière et qui vient, alors qu'il y a une marquise ou je ne sais trop quoi, enfin, ils sont en train de faire du cinéma, et qui dit, mais vous n'avez pas vu mon cheval? Et puis, et dans Elsa Popine, tu sais qu'il y a Mr. Smith, il y a quelqu'un qui passe avec, et il y a les deux plans qui se rejoignent. Et c'est quelque chose qui dure pendant très longtemps. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui cherche Mr. Smith pour lui donner une petite plante. Et puis, au fur et à mesure, la plante, elle grandit, elle grandit, elle grandit, et tu entends toujours Mr. Smith. Ça doit être c'est exactement, deux plans qui c'est exactement ce qui manque dans la technique d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'élément étranger, puisque la programmation, c'est une déconstruction de l'objet. Donc, ce qui manque, tu le pointes, tu l'associes voilà, très directement, c'est l'élément étranger, l'élément burlesque, inattendu, surréaliste. Pas pour rien que Lacan a été très lié au départ avec les surréalistes, à partir duquel le réel va se trouver rétablir. Et c'est pour ça que ce domaine-là, part sur un plan d'ensemble toujours, ça demande un vaste domaine, comment dire, ça va demander beaucoup de temps de recherche. Parce que sinon, c'est l'apocalypse. Ouais. Voilà. Moi, je voudrais dire que moi, j'ai beaucoup apprécié ton exposé, Nicole. Ça m'a soulagée, je dirais, pratiquement physiquement, corporellement. Je trouve que les psychanalystes, on peut pas faire. Alors, je vais forcer un peu les choses. Ah oui, non, il ne faut surtout pas avoir l'air de faire de la morale, quoi. Alors, moyennant quoi, les psychanalystes se couchent devant, s'écrasent. Et je trouve que, Nicole, toi, ta manière de dire les choses, que j'ai trouvé tout à fait en rondeur, moi, ça m'a permis de respirer, de reprendre mon souffle. Et pas seulement j'ai pas eu le sentiment de recevoir un texte intellectuel et dans les hauteurs mais qui me prenait aussi corps et âme. Et voilà. Merci en tout cas. Merci à toi.